Le village de St. Mildred's-in-the-Wold profitait d'une matinée d'un calme si parfait qu'il semblait presque artificiel, et le trouble ne vint pas d'un cri ou d'un fracas, mais d'une hésitation infime. La main de Madame Bantry s'arrêta au milieu du mouvement. La théière s'inclina et une goutte de thé tomba sur la nappe en dentelle, là où elle n'avait pas sa place. C'était un détail insignifiant. C'est toujours ainsi que cela commence, se dira plus tard Mademoiselle Marple. Les cloches de l'église St. Mildred avaient fini de sonner doucement 10 heures, et la verdure baignait dans une lumière printanière qui adoucissait les haies, les cottages et les consciences. Les moineaux menaient des négociations animées le long du muret de pierre. Le vélo du facteur était fidèlement appuyé contre la boîte aux lettres rouges, comme tous les jours de la semaine depuis 17 ans. Rien, à première vue, ne laissait supposer que l'équilibre du village avait déjà été légèrement perturbé. Mademoiselle Jane Marple était assise, les mains sagement posées sur ses genoux, son tricot intact, les yeux pâles fixés sur le rosier derrière la fenêtre de Madame Bantry. Comme d'habitude, elle écoutait. « Je sais que je suis peut-être idiote, dit Madame Bantry d'un ton vif, pragmatique et déjà défensif. Mais on remarque ces choses-là. Vous les remarqueriez aussi, Jane, si vous viviez aussi longtemps que nous au même endroit. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Oh oui, ma chère, je pense que oui. » Les tasses à thé étaient disposées comme d'habitude, en porcelaine à bordure bleue, l'une d'elles présentant une fine fissure dans l'anse, un défaut si ancien qu'il était devenu invisible pour tout le monde sauf Mademoiselle Marple, qui l'avait remarqué pour la première fois il y a des années et ne manquait jamais de l'observer depuis. Elle avait souvent pensé que les gens ressemblaient beaucoup à cette tasse. Une fois fissuré, il ne redevenait jamais tout, à fait intact, même s'il pouvait rester utilisé pendant des années sans incident. « Ce que je veux dire, continua Madame Bantry en baissant la voix malgré la pièce vide, c'est que Lionel était en retard. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple reprirent leur doux cliquetis. « En retard pourquoi, ma chère ? » ?»« Pour sa promenade. Vous savez qu'il part toujours juste après 9 heures. Toujours. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. » Madame Bantry fronça les sourcils en regardant le thé, comme s'il pouvait la contredire. « Mais ce matin, rien. Pas un bruit de pas. Pas le portail. Et puis... Eh bien, il n'est pas revenu du tout. » Mademoiselle Marple ne leva pas les yeux. « Les gens changent parfois leurs habitudes, dit-elle doucement. Oui, mais pas Lionel. » La voix de Madame Bantry se fit plus aiguë. Pas sans prévenir quelqu'un. C'était quelqu'un qui aimait expliquer les choses. On ne pouvait pas déplacer une chaise dans le salon sans qu'il veuille en discuter. Mademoiselle Marple s'autorisa un petit sourire. Elle ne connaissait Lionel Prescott que comme on connaît beaucoup d'hommes dans un village, par observation plutôt que par intimité. Un veuf d'un âge respectable, épris de routine, épris de raison, et particulièrement épris de l'idée qu'il était indispensable au bon fonctionnement de St. Mildred. Trésorier de la Société historique, lecteur laïque à l'Église, un homme dont la présence se faisait davantage sentir par son absence que par sa chaleur. « Et vous dites qu'il n'est pas revenu ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Bantry secoua la tête. « Pas de mots, pas de message. Son chapeau est toujours sur le porte-chapeau. Le marron, pas le beau chapeau en feutre. » Elle hésita. « Jane, il ne sortirait pas sans son chapeau. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent à nouveau, juste un instant. Dehors, les moineaux s'envolèrent brusquement, bien que rien de visible ne les ait dérangés. « Peut-être a-t-il rencontré quelqu'un » suggéra doucement Mademoiselle Marple. « Une conversation peut être très captivante. »« Oui, » acquiesça Madame Bantry, puis elle fronça à nouveau les sourcils. Mais il n'aimait pas les surprises. Mademoiselle Marple pensa à la tasse de thé fêlée, à la façon dont elle avait survécu à des années d'eau bouillante et de manipulations négligentes, jusqu'au jour où elle n'y parvint plus. La première ondulation se propagea tranquillement, comme le font les ondulations. À 11 heures, Madame Price, à la poste, avait remarqué que le courrier de Monsieur Prescott n'avait pas été retiré. À midi, le vicaire s'était demandé à haute voix si Lionel avait l'intention de manquer la répétition de la chorale sans s'excuser. À l'heure du déjeuner, les théories averses commençaient à fleurir avec l'enthousiasme des mauvaises herbes précoces. « Il est parti à Londres », déclara Madame Hargreaves avec satisfaction. « Les hommes font toujours ça quand ils veulent se sentir importants. »« C'est absurde, » dit M. Ellis chez le boucher. « Il est tombé, il a glissé quelque part. C'est à cause de ses chaussures pratiques. Elles n'ont pas d'adhérence. »« Une femme, » murmura quelqu'un d'autre, avec le plaisir particulier réservé aux scandales respectables. Mademoiselle Marple entendit tout. Elle était assise sur le banc près du parc cet après-midi-là, son tricot à nouveau en mouvement, l'air bienveillant.
Les gens parlaient librement en sa présence. Ils l'avaient toujours fait. Il y avait quelque chose en elle, son âge peut-être, ou son habitude de ne montrer qu'un intérêt modéré, qui rendait les confidences inoffensives. C'est alors qu'elle était assise là qu'elle remarqua la deuxième chose. Le portail des Prescott était ouvert. C'était un petit portail en fer, peint en vert, qui s'ouvrait sur un chemin étroit qui passait devant la haie et menait aux prairies en contrebas. Lionel Prescott le fermait toujours, toujours. Mademoiselle Marple avait observé cette habitude à maintes reprises, notamment parce qu'il le faisait avec une force inutile, comme pour sceller une dispute. Le portail était maintenant ouvert. Pas grand ouverture, juste entr'ouvert. Elle ressentit alors un léger serrement dans la poitrine. Pas vraiment de l'inquiétude, mais plutôt une prise de conscience. Le même sentiment qu'elle avait éprouvé il y a des années, lorsqu'une jeune fille du village avait souri trop joyeusement lors d'un enterrement, ou lorsqu'un mari avait parlé trop chaleureusement de la santé de sa femme. Les gens se révélèrent par fragments. Il suffisait de remarquer les fragments qui ne collaient pas. L'inspecteur Graves arriva du bourg peu après 4 heures, efficace, les chaussures déjà couvertes de gravier de St. Mildred. Il écouta patiemment, posa les questions attendues et prit des notes avec un sérieux admirable. « Aucun signe de lutte, dit-il enfin. Aucune raison pour l'instant de supposer autre chose qu'une simple disparition. Les gens ne disparaissent pas comme ça, dit Madame Bantry avec fermeté. L'inspecteur Graves sourit comme le font les hommes lorsqu'ils se complaisent dans les certitudes villageoises. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, madame. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle observait le stylo de l'inspecteur. Il hésita brièvement lorsqu'elle mentionna le portail. « C'est intéressant, dit-il, bien que son ton suggérait le contraire. Le soir venu, le village avait commencé à s'organiser autour de cette absence, comme des meubles déplacés pour accueillir un invité invisible. Les portes se fermaient plus rapidement. Les conversations s'atténuèrent. Le calme habituel revint, mais il était différent, comme la surface d'un étang après qu'une pierre est coulée hors de vue. Mademoiselle Marple rentra chez elle à la tombée de la nuit, marchant lentement, les pensées précises. Elle s'arrêta devant le portail des Prescott et toucha légèrement le fer. Il était froid. Quelque part à proximité, un oiseau poussa un cri aigu, puis se tut. Elle ferma la porte. La porte en fer cliqua doucement dans son loquet sous les doigts de mademoiselle Marple, et pendant un instant, elle resta immobile dans le crépuscule, la main posée sur le métal froid comme s'il pouvait parler. La ruelle sentait la terre humide et les haies taillées. Quelque part dans les prairies en contrebas, un chien aboya une fois, puis 2 fois, puis, comme s'il se souvenait qu'il n'avait pas le droit de faire un tel bruit, il s'arrêta complètement. Mademoiselle Marple se retourna et se remit à marcher, ses chaussures confortables faisant de petits bruits prudents sur le gravier. Elle ne se pressait pas. La précipitation était l'apanage des gens qui croyaient que la vitesse pouvait dépasser les conséquences. Une silhouette émergea de la haie sombre devant elle. L'inspecteur Graves, le col de son manteau relevé, son carnet sous le bras. Il eut l'air légèrement surpris de trouver mademoiselle Marple à la porte des Prescott, puis, étant un homme habitué à se méfier des coïncidences uniquement lorsqu'elles étaient criantes, il sourit poliment. « Bonsoir, mademoiselle Marple. »« Bonsoir, inspecteur. » Sa voix était aussi douce que le village lui-même aimait à l'imaginer. « Je ne faisais que passer. Et vous avez pensé à la fermer ?» Son regard se posa sur le loquet, puis revint sur son visage, sans accusation, simplement pour constater. « Oh oui, elle était ouverte tout à l'heure. » Le regard de mademoiselle Marple passa au-delà de lui, vers le chemin étroit derrière la haie. « Monsieur, Prescott le fermait toujours, très fermement, en règle générale. » L'inspecteur Graves prit une petite note. « Pas, » remarqua mademoiselle Marple, avec l'enthousiasme d'un homme qui a trouvé un indice, mais avec le sérieux de quelqu'un qui recueille des détails sur le village pour s'en débarrasser plus tard. Il changea de position, jetant un coup d'œil vers le cottage en retrait de la route, dont les fenêtres étaient maintenant éclairées par la lumière des lampes. « Nous avons reçu un appel, dit-il, de la poste. La nièce de M. Prescott a appelé mademoiselle Clara Prescott. Elle est en route depuis Londres. Apparemment, c'est sa plus proche parente. »« Oui, dit mademoiselle Marple, Clara. » L'inspecteur Graves cligna des yeux. « Vous la connaissez. »« Comme on connaît les gens qui vont et viennent, répondit mademoiselle Marple. Elle vient nous rendre visite à Noël, parfois en été. Elle a de très beaux cheveux. » L'inspecteur Graves ne savait pas trop quoi faire de cette information, alors il fit ce que font la plupart des hommes. Il l'ignora. « Nous fouillerons les prairies en contrebas dès demain matin, poursuivit-il.
C'est la direction la plus évidente s'il est parti se promener. Il y a ce vieux pont près du ruisseau. Les planches mis sont glissantes, et il y a le bord de la carrière un peu plus loin. Oui, dit mademoiselle Marple, son ton concordant davantage avec le paysage qu'avec celui de l'inspecteur. C'est très évident. Les yeux de l'inspecteur Graves se plissèrent légèrement. Vous ne pensez pas ? Mademoiselle Marple sourit faiblement, comme amusée par l'idée qu'elle puisse avoir ses propres réflexions. Je pense qu'il vaut toujours la peine de remarquer ce qui est évident pour tout le monde, et ce qui ne l'est pas. Avant que l'inspecteur n'ait pu décider s'il fallait insister, Madame Hargreaves apparut à sa porte comme un esprit invoqué, un châle jeté sur les épaules et les yeux brillants d'excitation. « Inspecteur ! Oh, inspecteur Graves !» s'écria-t-elle, assez fort pour que les haies l'entendent. « Avez-vous entendu ? C'est une affaire horrible, absolument horrible. J'ai dit dès le début que ce n'était pas naturel. » L'expression de l'inspecteur Graves se crispa, comme celle d'un homme qui réalise que sa soirée ne lui appartiendra pas. « Qu'avez-vous entendu, Madame Hargreaves ?» Madame Hargreaves s'avança, baissant la voix de manière théâtrale. Madame Pryse dit que le laitier a vu quelqu'un près de la propriété des Prescott tôt ce matin. Une voiture. Et pas une des nôtres. Une voiture sombre, garée juste en bas de l'allée. « Une voiture ?» répéta l'inspecteur Graves d'un ton neutre. « Oui, et vous savez qui possède une voiture sombre, n'est-ce pas ?» Les yeux de Madame Hargreaves se posèrent de manière significative à l'autre bout de la pelouse, où se dressait la grande maison bien entretenue du docteur Edwin Hartley, derrière ses ifs taillés. Le regard de l'inspecteur Graves suivit automatiquement. « Le docteur Hartley ?» Madame Hargreaves acquiesça avec une satisfaction féroce. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose chez lui. Trop calme, trop ordonné. Ces hommes cachent toujours quelque chose. » Les aiguilles de mademoiselle Marple auraient cliqueté si elle les avait tenues. En l'occurrence, elle se contenta d'observer Madame Hargreaves avec une sorte de patience affectueuse, comme on pourrait regarder un enfant construire une tour de cube en étant certain qu'elle s'effondrerait. « La voiture du docteur Hartley n'est pas sombre, » dit doucement mademoiselle Marple. « Elle est verte. » Madame Hargreaves eut l'air brièvement déconcertée. « Eh bien, elle est plutôt sombre, dans la pénombre. » L'inspecteur Graves marmonna quelque chose à propos de vérifier tous les rapports et s'éloigna, s'exécutant déjà avec une courtoisie professionnelle. Madame Hargreaves reporta alors son attention sur mademoiselle Marple. « Crois-moi, Jane, » dit-elle en baissant à nouveau la voix, comme si le crépuscule lui-même pouvait être scandalisé. « Il se passe quelque chose de louche. Les hommes ne disparaissent pas sans raison. Parfois, ils disparaissent parce que quelqu'un les aide, » dit doucement mademoiselle Marple. Madame Hargreaves la fixa du regard. « Vous ne voulez pas dire ?» Le sourire de mademoiselle Marple resta doux. « Je ne veux rien dire, ma chère. Je remarque simplement que les gens qui commettent des actes répréhensibles préfèrent que cela ressemble à un accident. » Madame Hargreaves poussa un soupir de soulagement et s'éloigna précipitamment, emportant avec elle la phrase de mademoiselle Marple comme un plateau de pâtisseries chaudes à partager. Mademoiselle Marple continua son chemin vers chez elle. Au coin de la presbytère, elle rencontra le révérend Lionel Dane en personne, le visage amaigri et inquiet, les mains jointes comme s'il avait prié sans relâche et sans succès. « Mademoiselle Marple, dit-il avec un soulagement sincère, j'avais l'intention de vous rendre visite. C'est une affaire si pénible. Nous sommes tous terriblement bouleversés. » « Oui, répondit mademoiselle Marple, le village n'aime pas les questions auxquelles il ne peut répondre. » Le vicaire cligna des yeux, puis se ressaisit. « Nous devons espérer que tout ira pour le mieux. Monsieur Prescott a peut-être perdu son chemin, ou souffert d'une maladie soudaine. » « Oui, acquiesça mademoiselle Marple. « Et pourtant, ce n'était pas un homme à perdre son chemin, n'est-ce pas ?» Le vicaire hésita. « Non, Lionel était méthodique. » « Les personnes méthodiques, murmura mademoiselle Marple, ne changent pas souvent leurs habitudes sans raison. » Le regard du vicaire se détourna brièvement vers la ligne sombre des arbres, au-delà du chemin qui traversait la prairie. Mademoiselle Marple le remarqua. Ce petit mouvement involontaire de peur, rapidement corrigé pour prendre l'apparence d'une inquiétude respectable. « Êtes-vous allé au cottage Prescott aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Oui, répondit-il trop rapidement. « Brièvement seulement. Pour prier avec madame Bantry, bien sûr. Pauvre femme, elle a un tel poids sur le cœur. » En effet. Le ton de mademoiselle Marple restait aimable, mais son regard était fixe. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Le vicaire déglutit. « D'inhabituel. » Mademoiselle Marple sourit, et ce sourire était désarmant précisément parce qu'il semblait si inoffensif.
Une chose aussi insignifiante qu'une tasse de thé laissée au mauvais endroit peut en dire long. Le vicaire eut l'air légèrement surpris, puis répondit « Non, non, rien de ce genre. » « Et pourtant, dit mademoiselle Marple, Madame Bantry a renversé du thé ce matin. Une seule goutte. Elle ne fait jamais ça. » Le vicaire ouvrit les lèvres comme pour parler, puis les referma. Il serra les mains, et mademoiselle Marple pensa soudain à une anse de tasse fêlée, tenue fermement jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. « Je dois y aller, » dit-il avec une brusquerie qui ressemblait à une fuite. « J'ai des appels à passer. »« Bien sûr, » répondit mademoiselle Marple. « Bonne nuit, révérend. » Il s'éloigna précipitamment. Mademoiselle Marple le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la pénombre. Quand elle arriva à son cottage, elle trouva une lampe déjà allumée et son salon, embaumant le parfum de la lavande et de la laine. Elle posa son panier à tricot sur la table et s'arrêta, regardant sa tasse de thé, simple, légèrement ébréchée sur le bord, fiable dans son imperfection. Elle se servit du thé. Sa main était ferme. La surface du thé reflétait la lumière de la lampe et tremblait légèrement. Dehors, le village s'endormait, mais le calme semblait différent, comme dans une pièce après une dispute polie, où tout est encore à sa place, mais où rien n'est plus pareil. Mademoiselle Marple but une gorgée, et ses yeux, pâles et calmes, se posèrent sur la fenêtre, comme si elle pouvait voir à travers les haies, les portails et les mensonges réconfortants que les gens se racontaient. Car elle avait remarqué autre chose au portail des Prescott, outre le fait qu'il était ouvert. Sur le loquet, accroché comme une pensée négligente, se trouvait un seul fil pâle, fin comme de la soie d'araignée, presque invisible dans la pénombre, accroché au fer comme si quelqu'un était passé à toute vitesse. Mademoiselle Marple posa sa tasse. « Ah !» dit-elle doucement à la pièce vide, comme si elle répondait à une question que personne d'autre n'avait posée. « C'est donc ainsi que cela commence. »« Ah !» dit doucement mademoiselle Marple à la pièce vide, comme si elle répondait à une question que personne d'autre n'avait encore songé à poser. « C'est donc ainsi que cela commence. » Le fil pâle resta longtemps dans son esprit après qu'elle eut éteint la lampe et monté à l'étage. Une chose si insignifiante qu'elle n'aurait dû avoir aucune importance. Pourtant, ce genre de choses avait souvent de l'importance. Au matin, il avait pris un poids curieux, comme une phrase dont on se souvient et dont le sens s'est précisé pendant la nuit. St. Mildred se réveilla avec vivacité, avec détermination. L'absence avait le don de dynamiser les gens. À 8h30, le parc était déjà animé de spéculations déguisées, en course. Madame Price se pencha plus que nécessaire par-dessus le comptoir de la poste. Monsieur Ellis aiguisait ses couteaux avec une concentration qui invitait à poser des questions. Même les moineaux semblaient agités, voletant comme s'ils étaient offensés par la perturbation de leur routine. Mademoiselle Marple partit après le petit déjeuner, son panier à tricot au bras, son chapeau parfaitement positionné. Elle s'arrêta comme elle le faisait souvent, pour admirer les tulipes de Madame Hargreaves, bien que son regard se porte sur la maison derrière, où le docteur Edwin Hartley se tenait à sa porte, ajustant ses gants avec un soin minutieux. « Bonjour, docteur, » dit-elle d'un ton agréable. Le docteur Hartley se retourna, une lueur de surprise traversant son visage impassible, avant de laisser place à une chaleur polie. « Mademoiselle Marple, bonjour, vous êtes debout tôt. »« Oui, » répondit-elle. « Je trouve que le village est très révélateur avant le déjeuner. » Il sourit faiblement. « En effet. » Ils marchèrent ensemble sur une courte distance, le silence entre eux rempli des bruits ordinaires du matin. Le docteur Hartley prit la parole le premier. « Une situation des plus regrettables, dit-il. Pauvre Prescott, j'espère qu'on le retrouvera rapidement. »« Nous l'espérons tous, » répondit mademoiselle Marple. « Mais on peut se poser des questions. »« Des questions sur quoi ?» demanda le docteur Hartley d'un ton léger. « Sur la raison pour laquelle il a choisi de ne pas fermer son portail, » répondit-elle. Le docteur Hartley trébucha légèrement. « Il ne l'avait pas fermé ?»« Non, dit mademoiselle Marple. Elle était ouverte. Cela m'a semblé inhabituel. » Le docteur Hartley émit un son pensif. « Les gens oublient parfois des choses. »« Oui, acquiesça mademoiselle Marple, mais pas celles qui leur tiennent à cœur. » Le docteur Hartley ne dit rien de plus. Ils se séparèrent sur le green avec une politesse mutuelle, et mademoiselle Marple continua seule, ses pensées s'organisant avec une clarté tranquille. À la maison de Prescott, l'inspecteur Graves et 2 agents étaient déjà à l'œuvre. La porte était désormais grande ouverte, comme pour signifier l'importance de la situation. Mademoiselle Marple s'approcha sans hésitation. « Mademoiselle Marple, » dit l'inspecteur Graves en hochant la tête, comme pour suggérer qu'il commençait à la considérer comme un élément incontournable du paysage. « Nous avons presque terminé ici. »« Bien sûr, » répondit-elle, « je ne vous dérangerai pas. »
Vous ne l'êtes jamais, répondit-il. Puis il s'interrompit, comme s'il n'était pas tout à fait sûr que cela fût vrai. À l'intérieur, le cottage semblait étrangement intact. Les affaires de Lionel Prescott étaient exactement à leur place, comme si elles attendaient son retour. Ses pantoufles près de la cheminée, ses lunettes soigneusement pliées sur la table d'appoint. Rien n'avait été déplacé, sauf, remarqua mademoiselle Marple, la chaise près de la fenêtre, qui avait été légèrement reculée. Elle s'approcha, ses aiguilles à tricoter silencieuses. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait un livre, dont la reliure était fêlée et les pages marquées de petits morceaux de papier soigneusement placés. Elle le reconnut immédiatement. Un ouvrage sur l'histoire locale, méticuleusement annoté. Lionel Prescott adorait ses notes de bas de page. L'inspecteur Graves suivit son regard. On dirait qu'il était en train de lire. « Oui, dit mademoiselle Marple, mais il ne laissait jamais un livre ouvert à l'envers. Il pensait que cela abîmait la reliure. » L'inspecteur prit une autre note. « Et le fil ?» demanda mademoiselle Marple. L'inspecteur Graves leva brusquement les yeux. « Quel fil ?»« Celui sur le loquet du portail, dit-elle. Pâle, très fin. » L'inspecteur hésita. « Nous n'avons rien trouvé de notable. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Ce ne serait pas notable, c'est là le problème. » Ils furent interrompus par des voix qui s'élevaient à l'extérieur. Mademoiselle Clara Prescott était arrivée. Elle se tenait maintenant sur le seuil, une femme mince d'une 30aine d'années, impeccablement vêtue, dont le calme était tendu mais intact. Ses yeux bougeaient rapidement, évaluant la pièce avec un détachement professionnel plutôt qu'avec chagrin. « Je suis Clara Prescott, dit-elle. Mon oncle. » L'inspecteur Graves s'avança. « Nous faisons tout notre possible, mademoiselle Prescott. »« J'en suis sûr, répondit-elle d'une voix calme. Oncle Lionel était particulier. Il ne s'éloignait jamais. »« Non, murmura mademoiselle Marple, presque pour elle-même. Clara Prescott tourna brusquement les yeux vers elle. « Et vous êtes ?»« Jane Marple, répondit mademoiselle Marple. J'habite juste en bas de la rue. »« Ah, dit Clara avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Une habitante du village. »« Oui, acquiesça mademoiselle Marple. On remarque des choses quand on vit ici. » Clara serra son sac à main dans ses mains. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Mademoiselle Marple soutint calmement son regard. « Le portail de votre oncle était resté ouvert. » Clara fronça les sourcils. « Cela ne veut rien dire. »« Cela signifie qu'il ne l'a pas fermé, » dit mademoiselle Marple. « Ce qui signifie qu'il a été interrompu. »« Ou qu'il était négligent, » rétorqua Clara d'un ton sec. Le sourire de mademoiselle Marple ne faiblit pas. « Votre oncle n'était pas négligent. » Clara détourna le regard. Dans l'après-midi, les recherches se déplacèrent vers les prairies en contrebas. La passerelle fut examinée, le bord de la carrière inspecté. Rien. Les endroits évidents ne révélèrent rien d'autre que de la terre humide et de l'herbe piétinée. Le village réagit comme le font les villages. La sympathie s'intensifia, teintée de jugement. Madame Bantry reçut des visites empreintes d'inquiétude et de spéculation. Le vicaire parla de foi et de patience, bien que ses yeux se tournassent souvent vers les prairies. Mademoiselle Marple s'assit avec Madame Bantry ce soir-là, les deux femmes partageant un thé dans le salon familier. Les tasses à thé étaient disposées avec précision. Aucune éclaboussure n'était permise. « Je ne supporte pas l'attente, dit Madame Bantry. C'est pire que de savoir. »« Oui, dit Mademoiselle Marple, l'attente laisse libre cours à l'imagination. Et Clara, elle est si calme. Trop calme, peut-être. » Madame Bantry hésita. « Est-ce méchant de ma part ?»« Non, répondit doucement Mademoiselle Marple. Le chagrin revêt de nombreux visages. » Elle tendit la main et redressa la tasse de thé dont l'anse était fêlée, la détournant légèrement de Madame Bantry. « Lionel s'est-il disputé avec quelqu'un récemment ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Bantry fronça les sourcils. « Il se disputait avec tout le monde. C'était son genre. Mais, eh bien, il y avait quelque chose au sujet des comptes de la Société historique. Il a mentionné des divergences. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « Des divergences ?»« Oui. Il a dit que quelqu'un avait été négligent. » Madame Bantry baissa la voix. Il était très contrarié. « Et qui s'occupait des comptes à part Lionel ?» Madame Bantry hésita. Le docteur Hartley l'aidait, et Clara, quand elle était à la résidence l'été dernier. Mademoiselle Marple acquiesça. Des Fils, pensa-t-elle. Certains avaient leur place, d'autres non. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle sous un ciel étoilé, elle passa une nouvelle fois devant le portail des Prescott. Il était désormais fermé, bien verrouillé, respectable. Elle s'arrêta, se pencha légèrement et examina le loquet à la lumière de la lune.
Le fil pâle avait disparu. Mademoiselle Marple se redressa, l'air serein, mais l'esprit tout sauf tranquille, car quelqu'un d'autre l'avait remarqué aussi. Mademoiselle Marple ne s'attarda pas devant le portail. S'attarder aurait nécessité des explications, et les explications attiraient l'attention. Au lieu de cela, elle continua à marcher à son rythme habituel, sans se presser, comme si la disparition d'un fil n'était pas plus remarquable que la disparition de la lumière du jour. Pourtant, son esprit s'adaptait déjà, comme une main qui s'ajuste dans un gant familier. Le matin, St. Mildred's choisit son suspect. Cela se passa avec une efficacité remarquable, comme si le village s'était préparé à une telle occasion. À 10 heures, les contours de l'histoire étaient fixés, nets et rassurants, ne nécessitant que de légères variations dans les détails selon la personne qui la racontait. À l'heure du déjeuner, on en parlait comme si cela avait toujours été ainsi. Le docteur Edwin Hartley. Après tout, c'était un étranger, même s'il vivait dans le village depuis 8 ans. Il était discret, même si son travail exigeait de la discrétion. Il possédait une voiture sombre, même si la nuance exacte semblait varier selon la conviction de celui qui en parlait. Plus important encore, il avait accès aux gens, aux archives, à la confiance. Les hommes comme lui avaient toujours cet accès. Mademoiselle Marple entendit ce nom pour la première fois de la bouche de Madame Price, qui le prononça avec une certitude pleine de regret, comme si elle s'excusait auprès de la vérité de l'avoir découverte. « C'est affreux, bien sûr, » murmura Madame Price par-dessus le comptoir, en rangeant les timbres en une rangée bien ordonnée. « Mais quand on met tout bout à bout... » « Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Quand on met bout à bout les bonnes choses. » L'inspecteur Graves arriva peu après, plus vif que la veille. Il salua Mademoiselle Marple d'un signe de tête qui reconnaissait sa présence sans solliciter son opinion, ce que Mademoiselle Marple trouva tout à fait satisfaisant. « Nous avons eu un développement, » dit-il en s'adressant au petit groupe de villageois qui s'étaient commodément rassemblés. Le docteur Hartley a été convoqué pour un interrogatoire complémentaire. Un soupir collectif, lourd de soulagement, s'ensuivit. Une fois les soupçons dissipés, les gens pouvaient reprendre leurs habitudes. « C'est logique, » dit Madame Hargreaves à voix haute. « J'ai toujours pensé que... » L'inspecteur Graves leva la main. « Il ne s'agit pas d'une arrestation, simplement d'une enquête. » Mais la distinction fut presque immédiatement perdue. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle observait Clara Prescott, qui se tenait un peu à l'écart des autres, le visage impassible, les mains jointes avec une élégance soignée. Lorsque l'inspecteur prononça le nom du docteur Hartley, la bouche de Clara se crispa légèrement. Ce n'était pas de choc, plutôt de satisfaction. Plus tard dans la matinée, Mademoiselle Marple rencontra Clara dans le jardin du cottage des Prescott, où elle supervisait le déménagement des papiers de Lionel. Le soleil se reflétait sur ses cheveux, les faisant briller comme du métal poli. « Mademoiselle Marple, » dit Clara froidement, « je me demandais quand vous viendriez. »« Je suppose que c'est toujours le cas, » répondit Mademoiselle Marple. « Cela doit être très difficile pour vous. » Les lèvres de Clara se courbèrent. Oncle Lionel était un homme exigeant. « Oui, » dit Mademoiselle Marple. Il exigeait la précision. Clara se raidit. « Faites-vous allusion au comte ?» Mademoiselle Marple cligna des yeux, comme surprise. « Oh, vous étiez au courant !» Clara détourna le regard. « Il m'en a parlé. Il était toujours méfiant. Il imaginait des erreurs là où il n'y en avait pas. »« Vraiment ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. « Ou bien imaginait-il des explications ?» Clara perdit son sang-froid, juste un instant. « On dirait que vous m'accusez. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Je n'oserais pas. Je constate simplement que votre oncle ne faisait pas facilement confiance. »« Non, » dit Clara, « il faisait trop confiance. » Mademoiselle Marple sourit, comme pour concéder un point. Cela peut parfois donner la même impression. Elles furent interrompues par l'arrivée du vicaire, qui hésitait à l'entrée du jardin, sa présence à la fois attendue et intrusive. « Je suis venu voir comment vous alliez, mademoiselle Prescott, » dit-il avec une sincère inquiétude. « C'est une telle épreuve. »« Merci, révérend, » répondit Clara avec douceur. « Je m'en sors très bien. » Miss Marple observa l'échange avec intérêt. Le regard du vicaire s'attarda sur Clara un peu plus longtemps que ne l'exigeait la bienséance. Clara ne soutint pas son regard. Plus tard, au presbytère, les villageois se rassemblèrent en petits groupes discrets, sirotant leur thé et échangeant des hochements de tête solennels. L'inspecteur Graves parlait tranquillement avec le vicaire près de la fenêtre. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit l'inspecteur d'une voix basse mais suffisamment audible pour être entendu, ce qui fut le cas. Une trace de boue sur la voiture du docteur Hartley, de la boue provenant des prairies.
Est-ce inhabituel demanda le vicaire. Cela le place près des prairies basses tôt hier matin. Mademoiselle Marple posa sa tasse de thé avec un soin délibéré. La boue des prairies, pensa-t-elle, était une substance des plus obligeantes. Elle allait partout où l'on marchait. « Et le fil » demanda-t-elle. L'inspecteur Graves la regarda, l'air prudent. « Le quoi ?»« Le fil pâle qui se trouvait sur le loquet du portail des Prescott, dit mademoiselle Marple. Il a été retiré. » Le stylo de l'inspecteur s'arrêta. « Retiré ?» ?»« Oui, dit mademoiselle Marple, ce qui suggère que quelqu'un a jugé utile de le retirer. » L'inspecteur Graves ferma son carnet. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Marple, nous ne pouvons pas monter un dossier sur des suppositions. »« Non, acquiesça mademoiselle Marple aimablement. Mais on peut en démanteler une. » Le docteur Hartley fut ramené au village cet après-midi-là, pâle mais calme. Il se tenait debout sur la pelouse, répondant aux questions avec le sang-froid d'un homme habitué à être scruté. Ses dénégations étaient précises, ses explications claires. « Je n'ai rien à voir avec la disparition de Lionel Prescott, dit-il. Je l'ai aidé à tenir ses comptes, oui, mais nous avons résolu les divergences. Il n'y a pas eu de dispute. Et votre voiture ? Demanda l'inspecteur Graves. Je me suis rendu au pré hier matin, répondit le docteur Hartley d'un ton neutre. Je le fais souvent. Cela m'aide à réfléchir. Le village murmura. Cela collait. Tout collait. Mademoiselle Marple observa les mains du docteur Hartley. Elles étaient en ferme, mais ses doigts portaient de légères égratignures, de fines lignes presque cicatrisées, comme si elles avaient été causées par quelque chose de fin et de résistant. « Docteur Hartley, dit-elle doucement, êtes-vous passé par le portail Prescott hier matin ?» Il hésita, juste assez longtemps. « C'est possible, dit-il, je ne m'en souviens pas. »« Non, dit mademoiselle Marple, personne ne s'en souviendrait. Il était ouvert. » L'inspecteur s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Marple ? Pardonnez-moi, dit-elle, je m'oublie. » Mais ce n'était pas le cas. Le soir venu, le village avait pratiquement condamné le docteur Hartley dans son esprit collectif. Les portes se fermaient plus fermement. Les salutations se faisaient plus froides. Madame Hargreaves parlait de justice. Mademoiselle Marple rentra chez elle alors que le soleil descendait bas, projetant de longues ombres sur la ruelle. Elle s'arrêta une fois de plus devant le portail Prescott, les doigts posés légèrement sur le loquet. Il était propre, trop propre. Le fer brillait légèrement, signe qu'il avait été manipulé récemment. Elle baissa les yeux vers le sol à proximité. Dans la poussière, presque effacée par des pas prudents, se trouvait une marque de frottement, petite, angulaire, pas celle des chaussures du docteur Hartley, mais plus étroite, plus délibérée, une empreinte de femme. Miss Marple se redressa, le cœur battant d'une certitude tranquille. Le village avait choisi sa réponse parce qu'elle était commode. La vérité, elle le savait, était rarement aussi obligeante. La vérité, Miss Marple le savait, était rarement aussi obligeante. Elle laissa le portail des Prescott exactement comme elle l'avait trouvé, car il ne faut jamais ranger les preuves avant de comprendre pourquoi elles avaient été disposées avec tant de soin. Le village, quant à lui, se félicitait déjà de son efficacité. Le soupçon avait trouvé sa place, et les gens dormaient beau mieux grâce à cela. Mademoiselle Marple dormait mal, non pas par peur, elle avait depuis longtemps dépassé ce stade, mais à cause d'une légère irritation persistante liée à quelque chose qui n'était pas résolu. C'était le genre de sentiment dont elle se souvenait depuis son enfance, lorsqu'un motif au tricot refusait de sortir uniformément et que l'erreur ne se trouvait pas là où on s'y attendait, mais plusieurs rangs plus tôt. Au matin, l'irritation s'était transformée en certitude. Après le petit déjeuner, elle partit sans destination particulière, ce qui était souvent le moyen le plus sûr pour elle d'arriver exactement là où elle voulait aller. L'air était frais, les haies fraîchement taillées. St. Mildred's avait retrouvé ses bonnes manières. Les portes s'ouvraient. Les gens souriaient à nouveau, prudemment, comme si le sourire était une forme de loyauté. Elle rencontra le vicaire près du cimetière, où il se tenait debout, faisant semblant d'examiner un avis, alors qu'il attendait clairement que quelqu'un le remarque. « Bonjour, révérend, » dit mademoiselle Marple. « Ah, mademoiselle Marple. » Il semblait à la fois soulagé et mal à l'aise. « Je voulais vous parler. »« Oui, dit-elle. »« C'est vrai, » il s'éclaircit la gorge. « Vous devez comprendre, ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas mon rôle. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « Votre rôle est de remarquer ce que les autres confessent par accident. » Il cligna des yeux. « Pardon ? » « Vous étiez au cottage Prescott hier matin, » dit doucement mademoiselle Marple, avant l'arrivée de l'inspecteur Graves. Les mains du vicaire se crispèrent sur le bord du tableau d'affichage.
Je vous l'ai dit, je suis allé réconforter Madame Bantry. Oui, dit mademoiselle Marple, et vous êtes parti assez rapidement. J'avais des obligations paroissiales. Bien sûr, dit mademoiselle Marple. Et vous n'avez rien vu d'inhabituel? Le vicaire hésita, puis répondit fermement. Non. Mademoiselle Marple inclina la tête. C'est ce qui m'inquiète. Il la regarda d'un air sévère. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, dit mademoiselle Marple. Quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Le visage du vicaire pâlit. Vous ne devez pas. Les gens en disent déjà trop. Oui, dit doucement mademoiselle Marple. Ils disent des choses erronées. Elle le laissa là, cloué sur place par sa propre retenue. Plus tard dans la matinée, elle rendit visite à madame Bantry, qui l'accueillit avec un mélange de gratitude et d'épuisement. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient pris leur décision aussi rapidement, » dit madame Bantry en serrant son mouchoir dans sa paume. Le docteur Hartley, Lionel lui faisait confiance. « La confiance, » dit mademoiselle Marple, « est souvent empruntée plutôt que méritée. » Madame Bantry fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. Elle jeta plutôt un coup d'œil vers le bureau près de la fenêtre. « Puis-je » Madame Bantry acquiesça. Le bureau avait été rangé avec soin, trop de soin. Les papiers étaient empilés, les surfaces essuyées. Mademoiselle Marple passa légèrement son doigt sur le bord et sentit une légère résistance. Elle souleva un buvard. Sous celui-ci se trouvait une feuille de papier pliée, fortement froissée, comme si elle avait été cachée à la hâte. Mademoiselle Marple la déplia lentement. C'était une page de grand livre, une copie, pas un original. Des noms et des chiffres y étaient inscrits de manière ordonnée, tous précis, sauf une ligne où un chiffre avait été réécrit. Sous l'encre, faiblement mais visiblement, se trouvait le chiffre original, considérablement plus grand. Madame Bantry eut le souffle coupé. « Je n'ai jamais vu ça. »« Non, dit mademoiselle Marple, ce n'était pas destiné à être vu. » Cela signifie-t-il ? Cela signifie, dit doucement mademoiselle Marple, que Lionel Prescott a remarqué quelque chose qui le mettait dans une position délicate. Madame Bantry s'effondra dans un fauteuil. Mais le docteur Hartley peut être négligent, dit mademoiselle Marple, ou peut être victime d'un coup monté. Madame Bantry le regarda fixement. Un coup monté? Mademoiselle Marple plia le papier et le remit sur le bureau, replaçant le buvard exactement comme elle l'avait trouvé. Il faut se demander à qui profite une réponse commode. Cet après-midi-là, la certitude du village commença à se fissurer. L'inspecteur Graves arriva sans prévenir au cottage de mademoiselle Marple, l'air tendu. « Nous avons eu une complication, dit-il. L'avocat du docteur Hartley a appelé. Il existe des preuves que le problème comptable a été résolu il y a plusieurs semaines. »« Oui, dit mademoiselle Marple, sur le papier. Et nous avons reçu un autre rapport, poursuivit l'inspecteur. Quelqu'un affirme avoir vu Lionel Prescott se disputer avec sa nièce 2 jours avant sa disparition. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Cela semble plus prometteur. » L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Mademoiselle Prescott insiste sur le fait que ce n'était rien. »« C'est toujours ce que disent les gens, » répondit mademoiselle Marple. « Surtout quand il s'agit de quelque chose. » L'inspecteur hésita. « Vous semblez très sûr de vous. »« Je suis certaine des schémas, » répondit mademoiselle Marple. « Les gens se répètent. Seuls les détails changent. » Ce soir-là, mademoiselle Marple assista à une petite réunion au presbytère. Le thé fut servi. Les voix étaient étouffées. Le docteur Hartley était manifestement absent, son absence désormais chargée de sens. Clara Prescott était assise près de la fenêtre, calme et distante. Lorsque mademoiselle Marple la rejoignit, Clara lui adressa un sourire crispé. « Vous avez été très active, » dit Clara, « pour quelqu'un qui prétend seulement observer. »« Je trouve que l'observation est souvent confondue avec l'activité, » dit mademoiselle Marple aimablement. « Vous pensez que mon oncle a été assassiné ?» dit Clara sans détour. « Je pense qu'il a été réduit au silence, » répondit mademoiselle Marple. « Ce n'est pas toujours la même chose. » Les doigts de Clara se crispèrent autour de sa tasse. « Vous aimez beaucoup les insinuations. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Elles évitent d'avoir à mentir. » Le vicaire s'approcha alors, l'air troublé. « Mademoiselle Prescott, dit-il, puis-je vous parler ?» Clara se leva doucement et le suivit dans la pièce voisine. Mademoiselle Marple les regarda partir, le regard perçant. Elle attendit. Elle savait que la patience était la forme de pression la plus sous-estimée. Lorsque Clara revint, elle avait perdu son sang-froid. Ses yeux brillaient, ses mouvements étaient rapides. « Vous devriez faire attention, » dit Clara à mademoiselle Marple. « Les gens n'aiment pas être examinés. »« Non, » répondit mademoiselle Marple, « ils préfèrent être admirés. » Alors que les invités se dispersaient,
Mademoiselle Marple s'attarda près de la porte. Le vicaire tournait en rond à proximité, visiblement en proie à un dilemme. « Mademoiselle Marple, dit-il enfin, je dois vous dire quelque chose. »« Oui, dit-elle, vous devez me dire quelque chose. »« J'ai trouvé quelque chose au cottage Prescott, avoua-t-il, ce matin-là, avant que les autres n'arrivent. » Mademoiselle Marple attendit. « Une écharpe, dit-il. Elle était accrochée à la barrière, bleu pâle, en soie. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. « Et vous l'avez retirée. »« J'ai pensé que cela causerait un scandale. »« Oui, dit mademoiselle Marple, c'est vrai. Et vous l'avez reconnue, ajouta-t-elle doucement. La voix du vicaire se brisa. Il appartient à Clara. Mademoiselle Marple acquiesça. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. « Merci, dit-elle. Ce sera tout. » Elle rentra chez elle sous un ciel lourd de nuages, l'esprit clair et le cœur serein. Ce qui ne devait pas être vu avait été caché, retiré et presque oublié. Presque. Miss Marple ne trahit aucune surprise lorsque la confession du vicaire fut prononcée. Elle savait que la surprise déstabilisait les gens, tandis que le calme invitait à poursuivre. Elle marcha à ses côtés pendant un court moment après avoir quitté le presbytère, le gravier craquant doucement sous leurs pieds, l'église se profilant derrière eux comme un témoin qui préférait ne pas témoigner. « Vous l'avez retiré parce que vous l'avez reconnu ?» dit-elle sans méchanceté. « Oui, répondit le révérend Dane d'une voix rauque. Je pensais empêcher un malheur. »« C'est ce que vous avez fait, dit mademoiselle Marple, mais pas celui que vous imaginiez. » Il s'arrêta de marcher. « Vous ne comprenez pas. Le village, s'il savait... » « Le village, c'est tout ce qu'il souhaite savoir, dit doucement mademoiselle Marple, et rien de ce qu'il ne souhaite pas savoir. » Il tressaillit à ces mots, et elle le laissa partir, se dirigeant vers son propre cottage. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris qu'il y avait des moments où se détourner était plus décisif que la confrontation. Cette nuit-là, la pluie tomba sans drame, une averse régulière et courtoise qui trempa les haies et nettoya la ruelle. Au matin, la poussière près du portail des Prescott avait disparu, les traces de frottement effacées, la terre n'offrant plus aucune aide. C'était comme si le village lui-même souhaitait oublier ce qu'il avait, brièvement révélé. L'inspecteur Graves rappela juste après le petit déjeuner. Son attitude n'était plus vive. Elle avait acquis une certaine prudence. « Nous avons relâché le docteur Hartley, dit-il. Les preuves étaient insuffisantes. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Il était presque trop commode. » L'inspecteur soupira. « Vous aviez raison au sujet de ce fil. »« Et de l'écharpe, ajouta mademoiselle Marple. Il haussa les sourcils. « Vous êtes au courant. »« Je sais beaucoup de choses que les gens pensent avoir réussi à cacher, répondit mademoiselle Marple. Généralement parce qu'ils les cachent mal. » L'inspecteur Graves s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle. Mademoiselle Prescott nie tout. Elle dit que son oncle a dû emprunter l'écharpe à un moment donné. Mademoiselle Marple versa le thé. Les hommes comme Lionel Prescott n'empruntaient pas d'écharpe. « Non, admit l'inspecteur. Mais nous n'avons pas de corps, pas de scène de crime, rien qui prouve qu'il y ait eu un crime. » Mademoiselle Marple lui tendit sa tasse. « On prouve rarement les crimes dans les villages. On les explique. » Il l'observa par-dessus le bord de sa tasse. « Expliquez celui-ci alors. »« Très bien, dit mademoiselle Marple. Mais vous n'allez pas aimer. Ça devient une habitude. » Mademoiselle Marple but une gorgée de thé. Lionel Prescott a découvert quelque chose, une série de petits mensonges qui heurtèrent son sens de l'ordre. Il avait l'intention de les dénoncer, peut-être même de les révéler au grand jour. « Oui, dit lentement l'inspecteur. Et alors ? » Et quelqu'un qui comptait sur sa respectabilité a paniqué. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Sa respectabilité ? » ?»« Oui, répondit mademoiselle Marple. Elle protège plus de péchés que l'affection ne pourrait jamais le faire. Plus tard dans la matinée, Clara Prescott arriva sans y être invitée au cottage de mademoiselle Marple. Elle se tenait très droite, les yeux brillants d'une tension qui ne pouvait plus être confondue avec le chagrin. « J'ai entendu dire que vous aviez répandu des idées, » dit Clara froidement. « Je répands rarement quoi que ce soit, » répondit mademoiselle Marple. « Je me contente de permettre que les choses soient remarquées. »« Vous n'avez aucune preuve, » dit Clara d'un ton sec. « Non, admit mademoiselle Marple, seulement une succession d'événements. »« Une succession d'événements ? » ?»« Oui, votre oncle avait l'intention de vous confronter au sujet des comptes. Vous l'avez rencontré tôt ce matin-là, à la porte, pas dans le cottage. Il a été interrompu avant d'avoir pu la fermer. » Clara rit, d'un rire cristallin. « Vous imaginez beaucoup de choses. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. « J'imagine très peu de choses. Je me souviens.
Le sang-froid de Clara se fissura alors, très légèrement. « Vous pensez que je l'ai tué ?»« Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que vous l'avez poussé. » Le mot resta suspendu dans l'air entre elle, délicat et dévastateur. « Il y a eu une dispute, poursuivit mademoiselle Marple. Vous étiez en colère. Il a menacé de tout révéler. Vous avez attrapé son bras, peut-être pour le retenir, peut-être pour le faire taire, et il est tombé. Le chemin derrière la barrière descend en pente raide vers le ruisseau. Le visage de Clara était devenu livide. « Vous ne pouvez rien prouver. »« Non, dit mademoiselle Marple, mais le village comprendra. »« Cela n'a pas d'importance, dit soudain Clara. Il n'y a pas de corps. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Il y en aura un. Ils trouvèrent le corps de Lionel Prescott 2 jours plus tard, pris dans les roseaux, là où le ruisseau s'élargissait et ralentissait, l'eau l'ayant emporté doucement hors de vue. Le médecin conclut à un accident. L'inspecteur Graves n'était pas d'accord. Le village se rassembla à nouveau, cette fois-ci avec des voix plus calmes et moins de théories. Clara Prescott n'assista pas à l'enquête, n'informelle. Elle resta dans le cottage des Prescott, occupée à faire ses valises. L'inspecteur Graves se tenait avec mademoiselle Marple au bord de la pelouse ce soir-là, l'air lourd d'humidité et de résignation. « Elle a avoué, dit-il. Pas le meurtre, la panique, le fait de l'avoir repoussée. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. C'est ainsi que commencent la plupart des tragédies. »« Elle dit qu'elle l'aimait, ajouta l'inspecteur. »« Je pense qu'elle l'aimait, répondit mademoiselle Marple. De la même manière que l'on aime ce qui nous rend confortable. » Le vicaire passa alors, le visage ridé, les yeux évitant les leurs. Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner. « Le village lui pardonnera-t-il » demanda l'inspecteur Graves. « Le village l'oubliera, dit mademoiselle Marple. C'est beaucoup plus gentil. » L'inspecteur acquiesça. « Et vous » Mademoiselle Marple regarda au-delà de la pelouse, où la vie reprenait déjà son cours tranquille. « Je m'en souviendrai, » dit-elle, « pour que les autres puissent t'oublier en toute sécurité. » Ce soir-là, mademoiselle Marple rentra chez elle et posa son tricot sur ses genoux. Le motif était simple, répétitif, apaisant. Elle trouva l'endroit où une maille avait été lâchée plusieurs rangs plus haut et la corrigea sans faire d'histoire. Dehors, Sainte Mildred retrouvait son équilibre, non pas parce que la justice avait été parfaite, mais parce qu'elle avait été suffisante. Mademoiselle Marple continuait à tricoter, sereine, le regard pensif. Certaines choses, elle le savait, ne pouvaient jamais être effacées. Certaines choses, mademoiselle Marple savait, ne pouvaient jamais être effacées. Elle resta longtemps immobile après avoir posé son tricot, écoutant le silence de son cottage. Ce n'était pas le silence confortable de la routine, mais le silence particulier qui suit un bouleversement, ce moment où tout semble revenu à la normale, mais où l'air n'a pas encore tout à fait pardonné ce qui s'est passé. Dehors, St. Mildred's pratiquait déjà l'amnésie. Au matin, le ruisseau était redevenu simplement pittoresque, ses roseaux chuchotant entre eux comme s'ils n'avaient l'âme pas récemment bercé la dernière indignité d'un homme. Les villageois parlèrent de Lionel Prescott en termes édulcorés, lissant son souvenir comme on lisse un tissu froissé. Un homme difficile, peut-être, mais bien intentionné, particulier, mais dévoué au village. Le nom de Clara Prescott, lorsqu'il était prononcé, était traité avec une prudence extrême. « C'est très triste, » murmura Madame Price en rangeant ses timbres avec une minutie délibérée. « Mais les accidents arrivent. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Ils arrivent aux gens qui sont poussés. » Madame Price cligna des yeux, puis sourit nerveusement et se remit au travail. L'inspecteur Graves arriva peu avant midi, l'air résolu. Il n'avait pas son carnet cette fois-ci, seulement son chapeau, qu'il tournait entre ses mains comme s'il ne savait pas où le poser. « Elle part aujourd'hui, dit-il. Clara Prescott. Elle retourne à Londres. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Elle ne souhaite pas qu'on se souvienne d'elle ici. »« Il n'y aura pas de procès, poursuivit l'inspecteur. Aucune accusation. Ce serait difficile. »« Les choses difficiles, dit doucement mademoiselle Marple, sont souvent confondues avec les choses impossibles. » Il soupira. « Le village préfère qu'il en soit ainsi. »« Le village, répondit mademoiselle Marple, préfère ne pas s'examiner de trop près. » L'inspecteur Graves la regarda, puis détourna les yeux. « Vous êtes certaine qu'il n'y avait aucune intention ?»« Oh non, répondit mademoiselle Marple. Seulement de la peur. La peur est bien plus dangereuse. » Ils marchèrent ensemble vers le parc. La vie avait repris son cours normal. Les enfants jouaient, les chiens aboyaient. Madame Hargreaves riait trop fort à quelque chose que personne d'autre n'avait dit. « Elle a failli s'en tirer, dit l'inspecteur à voix basse. »« Oui,
répondit mademoiselle Marple. C'est ce qui est le plus effrayant. Au cottage Prescott, Clara supervisait le dernier emballage de ses affaires. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer une brise qui faisait volter les papiers et soulevait les rideaux, comme si la maison elle-même essayait d'expirer. Elle se retourna lorsque mademoiselle Marple entra, l'air tendu mais maîtrisé. « Alors, dit Clara, vous êtes venue me dire au revoir. »« Je suis venue voir la maison, répondit mademoiselle Marple. Elle a quelque chose à dire. » Clara eut un petit rire. « Les maisons ne parlent pas. »« Oh si, elles parlent, dit mademoiselle Marple. Elles parlent, à travers ce qu'elles laissent derrière elles. » Clara jeta un coup d'œil vers le bureau, désormais vide. « Il n'y a plus rien ici. »« Non, admit mademoiselle Marple. Rien qui puisse vous accuser. » Clara se redressa. « Vous me trouvez monstrueuse. »« Je vous trouve ordinaire, dit gentiment mademoiselle Marple. Et c'est bien pire. » Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à du désespoir traversa le visage de Clara. « Il allait me ruiner. »« Oui, dit mademoiselle Marple, parce qu'il croyait que les règles étaient pour lui plus importantes que les gens. »« Et ne le sont-elles pas » demanda Clara. Mademoiselle Marple la regarda fixement, seulement lorsqu'elles servent à protéger les innocents. Clara détourna le regard. « Je ne voulais pas qu'il meure. »« Non, dit mademoiselle Marple, vous vouliez qu'il arrête. » Elles restèrent alors silencieuses, l'espace entre elles, rempli de l'écho d'une vie qui s'était terminée sans cérémonie. Finalement, Clara prit son sac à main. « Ce village, dit-elle avec une amertume soudaine, il prétend être si gentil. »« Oui, répondit mademoiselle Marple, c'est ainsi qu'il survit. » Clara partit sans se retourner. Le soir venu, son absence avait déjà commencé à être intégrée dans le récit du village. On se souviendrait d'elle vaguement, de manière inexacte, comme d'une personne malheureuse, assez malheureuse pour partir. Mademoiselle Marple assista à l'office du soir ce soir-là. Les hymnes étaient chantés avec une ferveur particulière, comme si le volume pouvait remplacer l'introspection. La voix du vicaire tremblait sur certains mots, mais il se reprenait rapidement. La respectabilité, songea mademoiselle Marple, était un vêtement des plus accommodants. Après la cérémonie, elle s'attarda dans le cimetière, regardant les gens se disperser en petits groupes autonomes. L'inspecteur Graves lui fit un signe de tête depuis le portail, puis continua son chemin. Mademoiselle Marple resta sur place. Elle marcha lentement parmi les pierres, lisant les noms qu'elle avait connus, les viands qu'elle avait observés du début à la fin. Chaque inscription racontait une histoire simplifiée par la pierre et le temps. Elle s'arrêta devant la tombe de Lionel Prescott, la terre fraîchement retournée marquant l'endroit où l'explication avait finalement rattrapé la conséquence. « Il aurait détesté cela, murmura-t-elle. C'est tellement imprécis. » Une brise agita l'herbe. Mademoiselle Marple pensa à la porte, au fil, à l'écharpe retirée et presque oubliée, à la facilité avec laquelle la vérité aurait pu être effacée si la peur avait pu se faire passer pour un accident. Elle savait que le village retrouverait bientôt son équilibre. On prendrait le thé, on organiserait des fêtes, on échangerait de petites attentions. C'était là son génie et son danger. Elle rentra chez elle sous un ciel dégagé, les étoiles apparaissant peu à peu, marchant sans se presser, les pensées claires. Dans son cottage, elle alluma la lampe et se remit à tricoter. Le motif était presque terminé, chaque maille était à sa place. Elle ne se pressa pas pour terminer les derniers rangs, car elle savait que les fins exigèrent de la patience, car mademoiselle Marple savait que les fins exigèrent de la patience. Elle se leva tôt le lendemain matin, plus tôt que nécessaire, et resta un moment à sa fenêtre, regardant St. Mildred se réveiller pour une nouvelle journée. Le camion de lait arriva comme d'habitude. Les rideaux bougèrent, puis se stabilisèrent. Le village reprenait ses habitudes avec la fierté prudente de ceux qui considèrent la normalité comme un accomplissement moral. Pourtant, sous cet ordre retrouvé, quelque chose avait changé. Miss Marple le sentait comme on sent un changement de temps avant l'apparition des nuages. Le danger était passé, certes, mais pas complètement. Il avait laissé des traces, un léger malaise dont on ne pouvait parler sans perturber le confort que tout le monde avait travaillé si dur à retrouver. Elle prit son tricot et sortit, s'installant sur le banc près du parc. C'était sa place, et le village l'acceptait là comme il acceptait le monument aux morts, ou l'IF, un point fixe autour duquel tout tournait. Les gens venaient vers elle sans vraiment le vouloir. Madame Bantry fut la première, vive dans ses manières, mais les yeux fatigués. Elle s'assit à côté de mademoiselle Marple avec un soupir qui exprimait plus que du soulagement. « Je suis contente que ce soit fini, dit-elle. Pas vous ?» Les aiguilles de mademoiselle Marple bougeaient régulièrement.
Fini est un mot très vague. Madame Bantry fronça les sourcils. Lionel est enterré. Clara est partie. Le docteur Hartley a été innocenté. Que peut-il y avoir de plus? La compréhension, dit doucement mademoiselle Marple. Mais il ne faut pas en demander trop. Madame Bantry baissa les yeux vers ses mains gantées. Pensez-vous que Lionel lui aurait pardonné? Mademoiselle Marple marqua une pause. Non, répondit-elle honnêtement, mais il se serait attendu à ce qu'elle vive avec cela. Madame Bantry frissonna légèrement et changea de sujet, comme on le fait souvent lorsque la vérité devient trop dure à supporter. Plus tard, mademoiselle Marple rencontra le docteur Hartley en personne. Il marchait plus lentement qu'auparavant, les épaules moins droites. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta. « Je vous dois des excuses, » dit-il. « Oh, répondit mademoiselle Marple, je vous prenais pour une vieille femme indiscrète, admit-il. J'avais tort. Oui, dit mademoiselle Marple. Cela arrive assez souvent. Il sourit faiblement. Le village a été très gentil. La gentillesse, dit mademoiselle Marple, est plus facile quand elle ne coûte rien. Il hésita. Pensez-vous qu'ils vont encore me soupçonner? Non, dit mademoiselle Marple. Vous avez été officiellement absous. C'est définitif. Le docteur Hartley eut l'air soulagé, puis de manière inattendue, troublé. Et vous? Mademoiselle Marple soutint son regard. Je me souviendrai de ce que vous n'avez pas fait. Il acquiesça, acceptant cela à la fois comme une miséricorde et un jugement. Au fil de la journée, le village accomplit ses rituels rassurants. Le boucher bavarda. Le facteur s'attarda. Les rires revinrent avec une prudence mesurée. Tout cela était très convaincant. Mademoiselle Marple savait mieux que quiconque. Dans l'après-midi, l'inspecteur Graves vint lui dire au revoir. Sa mission était terminée. Un autre officier allait prendre le relais pour les affaires courantes. Il semblait réticent à partir, comme si le village posait encore une question à laquelle il n'avait pas tout à fait répondu. « Nous n'avons jamais parlé officiellement du mobile, dit-il. La peur, avez-vous dit, la panique. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Et autre chose. Quoi donc? Le sentiment d'avoir des droits, dit-elle. La conviction que son propre avenir est plus important que la vie d'autrui. » L'inspecteur Graves expira lentement. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mettre dans un rapport. »« Non, dit mademoiselle Marple, mais c'est quelque chose qu'il faut remarquer. » Il lui serra la main, puis s'éloigna dans la ruelle, ses pas se fondant dans les bruits généraux du village. Mademoiselle Marple le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis retourna à son tricot. Ce soir-là, elle assista à une petite réunion chez madame Hargreaves. Thé, biscuits et efforts déterminés pour se remonter le moral. La conversation contourna les événements récents avec une agilité polie. « C'est incroyable comme les choses se calment vite, » dit madame Hargreaves d'un ton enjoué. « La vie continue ?»« Oui, répondit mademoiselle Marple. Comme toujours, la question est de savoir comment. » Le vicaire était là aussi, plus silencieux que d'habitude. Lorsqu'il croisa le regard de mademoiselle Marple, il détourna les yeux, puis finit par s'approcher d'elle. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement, « à la responsabilité. »« Oui, répondit mademoiselle Marple, c'est souvent le cas. Je me suis dit que je la protégeais, dit-il, que je protégeais le village. Et au lieu de cela, dit doucement mademoiselle Marple, vous avez protégé le silence. » Il acquiesça, le visage marqué par quelque chose qui, avec le temps, pourrait devenir de l'humilité. « Je ne sais pas comment me racheter. »« Vous le saurez, dit mademoiselle Marple, en y prêtant attention la prochaine fois. » Il eut l'air surpris. « La prochaine fois. Il y a toujours une prochaine fois, dit mademoiselle Marple. C'est pourquoi les villages ont besoin de personnes attentives. » En rentrant chez elle ce soir-là, sous un ciel clair et étoilé, mademoiselle Marple passa une nouvelle fois devant le portail des Prescott. Il était fermé, bien aligné, d'apparence innocente. Elle s'arrêta et posa brièvement sa main dessus. Tant d'efforts, songea-t-elle, pour que les choses semblent inchangées. Les portails étaient refermés, les fils retirés, les histoires simplifiées. Et pourtant, la vérité avait toujours le moyen de s'imposer, comme une mauvaise herbe entre les pierres. Dans son cottage, elle termina les dernières rangées de son tricot. Le motif était complet sur ses genoux, régulier et précis. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de couper le fil. Elle plia soigneusement l'ouvrage, le mit de côté et éteignit la lampe. Le village dormait, se croyant rétabli. Mademoiselle Marple resta éveillée un peu plus longtemps, écoutant le silence, non pas celui de la paix, mais celui qui suit le soulagement. Elle le connaissait bien, elle le connaissait bien. Mademoiselle Marple ne dormit pas longtemps cette nuit-là. Elle dormait rarement après que les choses eurent été résolues dans l'esprit de tout le monde.
Elle avait appris que la résolution appartenait à ceux qui avaient davantage besoin de réconfort que de compréhension. Pour elle, les dernières heures avant l'aube étaient réservées à mettre de l'ordre dans ce qui restait en désordre. Le village se réveilla dans un calme impeccable ce dimanche matin. Les cloches sonnèrent, les chapeaux furent choisis. La respectabilité revêtit son plus beau manteau. St. Mildred's avait décidé, avec fermeté, que l'histoire était terminée. Miss Marple se rendit à l'église à son rythme habituel, ni trop tôt, ni trop tard. En prenant place, elle remarqua les petites absences qui en disaient voilà plus long que n'importe quel sermon. La place vide de Clara Prescott, bien sûr. Le docteur Hartley assis plus loin qu'auparavant. Les mains du vicaire serrant trop fort son livre de prière. Le service se déroula dans une solennité prudente. Des mots sur le pardon flottèrent dans la nef, bien répétés mais insuffisants. Mademoiselle Marple écoutait, sans méchanceté, mais sans illusion. Elle savait que le pardon exigeait d'abord la vérité et que la vérité était encore rationnée. Après le service, les fidèles se sont dirigés vers le cimetière, reprenant leur conversation avec une douce détermination. C'est là que mademoiselle Marple la sentit, ce léger malaise dans l'air qui lui disait que quelque chose restait en suspens. L'inspecteur Graves n'avait pas encore quitté le village. Il se tenait près du muret, près du porche de l'église, parlant tranquillement avec un agent de police. Lorsqu'il vit mademoiselle Marple, il s'excusa et s'approcha. « Je voulais vous dire au revoir comme il se doit, dit-il. Je pars demain. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Vous êtes resté parce que vous étiez inquiet. » Il sourit tristement. « Vous êtes très direct. »« Cela permet de gagner du temps, » répondit mademoiselle Marple. Il hésita. « Il y a quelque chose dans la chronologie qui me dérange encore. »« Ah, dit mademoiselle Marple, vous avez remarqué l'écart. » Son regard s'aiguisa. « Vous êtes au courant ?»« Oui, répondit mademoiselle Marple. Lionel Prescott a vécu plus longtemps que les gens ne le pensent. » L'inspecteur Graves prit une inspiration. Le médecin légiste a suggéré... « Il était limité par ce qu'il était autorisé à trouver, » dit doucement mademoiselle Marple. « L'eau cache beaucoup de mensonges. » Ils marchèrent ensemble le long du bord de la pelouse, le village murmurant agréablement derrière eux. « Il est tombé, » dit l'inspecteur, « mais il n'est pas mort immédiatement. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple, « il s'est accroché. » Le mot resta suspendu entre eux, lourd de sens. « Les roseaux, » poursuivit-elle doucement. « Ils sont indulgents, ils donnent l'illusion d'un soutien. Lionel aurait pu croire brièvement qu'il pourrait se sauver. » L'inspecteur Graves ferma les yeux. « Et personne n'est venu. » « Non, dit mademoiselle Marple, parce que tout le monde avait déjà décidé qu'il était simplement absent. » L'inspecteur serra les mâchoires. « Si le vicaire avait parlé plus tôt... » « Oui, dit mademoiselle Marple, mais il ne l'a pas fait. La respectabilité s'en est mêlée. » Ils s'arrêtèrent de marcher. Des éclats de rire flottèrent faiblement depuis le cimetière, la vie continuant avec une détermination admirable. « Cela ne changera rien officiellement, dit enfin l'inspecteur Graves. « Non, répondit mademoiselle Marple, mais il faut le comprendre. » Il acquiesça lentement. « Par qui ? » ?»« Par ceux qui restent, dit mademoiselle Marple, et par ceux qui remarqueront à nouveau le schéma. » Cet après-midi-là, mademoiselle Marple rendit une dernière visite au cottage des Prescott. La maison était désormais vide, ses fenêtres sombres, sa porte verrouillée. Un camion de déménagement avait emporté les dernières affaires de Clara ce matin-là. Mademoiselle Marple ne tenta pas d'entrer. Elle fit plutôt le tour de la propriété, notant ce qui restait. Le jardin montrait des signes de perturbation récente. Des plantes piétinées, un sol irrégulier. Près du portail, à moitié caché sous un tas d'herbes, elle aperçut quelque chose de pâle. Elle se pencha prudemment et le ramassa. Un bouton, petit, en nacre, arraché, pas détaché. Il correspondait au manteau que Clara Prescott portait ce matin-là. Mademoiselle Marple le serra entre ses doigts. La vérité, songea-t-elle, laisse toujours quelque chose derrière elle. Les gens peuvent ranger les choses évidentes, mais dans les moments de peur, les mains oublient ce qu'elles font. Elle remit le bouton dans la terre, l'enfonçant doucement, jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Les preuves n'étaient en effet pas toujours une marque de gentillesse. À la tombée de la nuit, mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de sa fenêtre, regardant les lumières du village s'allumer une à une. Quelque part, une radio jouait doucement. Quelqu'un riait. Ailleurs, une porte se fermait fermement, avec détermination. Le village avait survécu. Pourtant, mademoiselle Marple savait que la survie comportait ses propres obligations. Ce qui s'était passé allait résonner, pas bruyamment, pas de manière dramatique, mais de façon persistante, dans les moindres détails.
dans l'hésitation d'un vicaire, dans le regard baissé d'un médecin, dans la façon dont certains noms ne seraient plus prononcés avec aisance. La vérité n'était pas toujours punitive, pensait-elle. Souvent, elle ne faisait que réorganiser les choses. Elle posa le bouton sur le rebord de la fenêtre pendant un instant, étudiant sa surface lisse. Puis elle le glissa dans son panier à couture, où il reposerait parmi les aiguilles et le fil, des objets ordinaires rendus importants par l'attention qu'on leur portait. Dehors, la nuit s'était approfondie. Le ruisseau continuait de couler, indifférent désormais, son secret soigneusement enfoui dans le paysage. Mademoiselle Marple ferma le rideau. La forme de la vérité avait été laissée derrière elle, et elle savait qu'elle ne serait pas entièrement oubliée. La forme de la vérité avait été laissée derrière elle, et elle ne serait pas entièrement oubliée. Mademoiselle Marple se leva tôt à nouveau, même si cela n'était plus nécessaire. Une fois prise, l'habitude persistait même lorsque son objectif initial avait disparu. Elle se déplaçait dans son cottage avec une efficacité tranquille, mettant de l'ordre non pas parce que les choses étaient en désordre, mais parce que l'ordre était la manière dont on reconnaissait le passage du temps. À l'extérieur, St. Mildred's avait atteint la dernière étape de son rétablissement, l'acceptation. Il ne s'agissait pas de l'acceptation de la compréhension, mais de l'acceptation de l'explication. Les gens s'étaient mis d'accord sur une version des événements qui leur permettait de continuer à parler gentiment les uns des autres, et ils s'y accrochaient avec la ferveur de ceux qui croient que la civilité elle-même pourrait s'effondrer si elle n'était pas traitée avec soin. Mademoiselle Marple sortit dans la ruelle au moment où Madame Hargreaves revenait des magasins, son panier se balançant avec une gaieté retrouvée. « Eh bien, dit Madame Hargreaves d'un ton enjoué, tout cela est derrière nous maintenant. »« Oui, répondit Mademoiselle Marple, comme la plupart des choses. » Madame Hargreaves rit, ravie de ce qu'elle considérait comme un signe d'accord, et continua son chemin. Miss Marple continua vers le parc où l'inspecteur Graves l'attendait, son sac à ses pieds. Il avait l'air fatigué mais plus léger, comme s'il avait enfin accepté les limites de sa profession. « Je voulais vous remercier, dit-il. Pas officiellement. »« Je n'attends jamais rien officiellement, répondit mademoiselle Marple. Cela gâche tout. » Il sourit puis redevint sérieux. « Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas très bien. »« Oui, dit mademoiselle Marple. Cela signifie généralement que c'est important. Vous avez dit que Lionel Prescott avait vécu plus longtemps que tout le monde ne le pensait, qu'il s'était accroché. » L'inspecteur hésita. « Pourquoi est-ce important maintenant ?» Mademoiselle Marple regarda de l'autre côté du parc, où un groupe d'enfants traçait des lignes à la craie sur le trottoir, inventant des règles au fur et à mesure. « Parce que, dit-elle doucement, cela change la nature de ce qui s'est passé. »« De quelle manière ?» ?»« Ce n'était pas un moment de panique isolé, dit mademoiselle Marple. C'est devenu un choix. » L'expression de l'inspecteur Graves se durcit. « Le choix de qui ?»« De tout le monde, répondit mademoiselle Marple. Clara a choisi le silence. Le vicaire a choisi la discrétion. Le village a choisi de faire des suppositions. Chaque décision était mineure, tout à fait raisonnable, mais ensemble, elles ont été fatales. » L'inspecteur expira lentement. « Ce n'est pas ainsi que nous aimons voir les choses. »« Non, dit mademoiselle Marple. Nous préférons les méchants. » Ils restèrent silencieux un moment, entourés des bruits ordinaires du village. « Elle l'a poussé, dit l'inspecteur Graves, mais elle n'est pas revenue pour finir le travail. »« Non, acquiesça mademoiselle Marple. Elle pensait que la chute lui apprendrait à être prudent. Ou peut-être a-t-elle pensé, l'espace d'un instant, qu'il ne survivrait pas. La croyance est très accommodante dans les moments de peur. « Et les autres ?» demanda l'inspecteur. « Ils ont supposé, » répondit mademoiselle Marple. « Et les suppositions sont les complices les plus efficaces. » L'inspecteur Graves acquiesça lentement. « Si le portail n'avait pas été fermé, quelqu'un aurait pu remarquer quelque chose, » termina mademoiselle Marple. « Oui. » Il prit son sac. « Vous avez changé ma façon de voir les villages. »« Tant mieux, » dit mademoiselle Marple. « Il mérite qu'on s'y intéresse. » Cet après-midi-là, une petite réunion informelle eut lieu au presbytère, sans annonce ni nom. On servit le thé et des biscuits. C'était une tentative pour rassurer la communauté. Mademoiselle Marple y assista, comme elle le faisait toujours. Le vicaire parla avec sincérité de l'avenir, de la guérison et de l'unité. Ses mots étaient prudents, choisis pour réconforter plutôt que pour être précis. Mademoiselle Marple écouta sans faire de commentaires. Lorsque la conversation porta inévitablement sur Lionel, Prescott, mademoiselle Marple prit la parole. « C'est curieux, dit-elle doucement, comme nous imaginons que les accidents sont plus simples que les intentions. » La pièce se tut, juste un instant. « Lionel Prescott n'est pas mort parce qu'il était imprudent, poursuivit mademoiselle Marple, ni parce qu'il était malveillant.
Il est mort parce qu'il s'attendait à ce que les gens se comportent selon des règles qu'il n'appréciait que lorsqu'elles leur convenaient. Un murmure s'ensuivit, inquiet mais respectueux. Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Marple ?»« Oh, pardonnez-moi, dit-elle aimablement. Je m'oublie. » Mais les mots avaient fait leur effet. Elle pouvait le voir sur les visages autour d'elle, le malaise naissant de la prise de conscience. Ce soir-là, Mademoiselle Marple rentra seule chez elle. Elle sortit le bouton en nacre de son panier à couture et le tint à la lumière de la lampe. Il reflétait la lueur doucement, innocemment. Tant de choses dépendaient de si petites choses. Elle remit le bouton parmi ses fils et ses aiguilles, puis prit son tricot, non pas pour créer, mais pour défaire. Elle tira délicatement plusieurs rangées, défaisant les mailles avec une précision patiente jusqu'à atteindre le point où la décision avait été prise. Ce n'est qu'alors qu'elle recommença. Dehors, St. Mildred's était calme, satisfait de ses explications. Les portes étaient fermées, les chemins aplatis, le silence arrangé. Mademoiselle Marple tricotait régulièrement, ses mouvements calmes, son esprit précis. La vérité avait enfin été dite, pas à voix haute, pas officiellement, mais complètement. Elle savait que cela devrait suffire. Mademoiselle Marple savait que cela devrait suffire. Le matin arriva tranquillement, comme s'il ne voulait pas s'imposer. St. Mildred était recouverte d'un mince voile de brume, les haies étaient adoucies, les toits se fondaient en forme plus douce. Le village avait retrouvé l'apparence qu'il souhaitait avoir. Miss Marple resta longtemps à sa fenêtre, observant sans juger. Après tout, c'était ce qu'elle faisait le mieux. Non seulement observer le déroulement des événements, mais aussi observer comment les gens s'organisaient après coup. Elle avait appris que les crimes étaient rarement la partie la plus révélatrice. Ce qui suivait en disait beaucoup plus long. Elle s'habilla avec soin et sortit, fermant sa porte avec un léger clic qui résonna faiblement dans la ruelle. Il n'y avait pas besoin de se dépêcher. Tout était désormais terminé, même si beaucoup de choses restaient en suspens, ce qui était inévitable. Le portail des Prescott se dressait devant elle, sa peinture verte familière légèrement ternie par les intempéries et l'usure. Elle avait déjà été repeinte, un autre petit effort pour effacer les traces. La peinture fraîche suggérait toujours l'optimisme. Miss Marple s'arrêta là comme elle l'avait fait tant de fois ces derniers jours. Elle posa légèrement la main sur le fer. C'était là que tout avait vraiment commencé, non pas avec la chute ni avec la dispute, mais avec l'interruption, avec l'incapacité de clore quelque chose qui aurait dû être clos. Elle sourit faiblement. Le village défilait devant elle par fragments. Madame Bantry se dépêchait vers les magasins, le visage plus radieux qu'il ne l'avait été depuis des jours, le soulagement se lisant sur son visage comme une broche. Le docteur Hartley traversait la pelouse, s'arrêtant pour la saluer avec une courtoisie teintée d'une pointe de gratitude et d'une pointe de malaise. Le vicaire passait plus lentement, le regard pensif, comme s'il voyait des chemins familiers sous un angle légèrement différent. Personne ne parlait plus de Lionel Prescott. Il avait été effacé de la mémoire, ses angles vifs avaient été limés. On se souvenait toujours avec bienveillance des hommes difficiles lorsqu'ils ne causaient pour plus de désagréments. Son insistance sur l'ordre était devenue de l'excentricité. Sa vigilance s'était adoucie en préoccupation. Mademoiselle Marple ne leur en voulait pas. La mémoire, comme les villages, exigeait des compromis pour rester habitable. Elle continua à marcher, passa devant le parc, devant le cimetière, vers le ruisseau. Les roseaux murmuraient doucement, agités par une brise qui ne portait plus aucune accusation. L'eau coulait, innocente en apparence, comme l'eau l'était toujours. Elle resta là un moment, les mains jointes, l'air serein. Lionel Prescott s'était accroché, pensa-t-elle. Il s'était accroché parce qu'il croyait, de manière tout à fait raisonnable, que quelqu'un viendrait, que les règles selon lesquelles il avait vécu seraient réciproques, que la décence répondrait à la décence. C'était une croyance courante et dangereuse. Derrière elle, des pas se rapprochaient. Mademoiselle Marple ne se retourna pas. « Je pensais vous trouver ici, » dit l'inspecteur Graves. « Oui, répondit-elle. Les gens viennent souvent ici. » Il se tenait à côté d'elle, regardant l'eau. « Je voulais vous dire, j'ai modifié mes notes finales. Pas officiellement, en privé. »« Oh » dit mademoiselle Marple. « J'ai écrit que la mort était le résultat d'une série de petites décisions, dit-il. Aucune d'entre elles n'était malveillante. Toutes étaient fatales. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « C'est très juste. Cela ne changera rien, ajouta-t-il. « Non, dit-elle. Mais cela pourrait changer votre façon de voir les choses. » Il sourit légèrement. « C'est déjà le cas.
Ils restèrent debout en silence, regardant l'eau couler, ne transportant plus rien d'autre que des reflets. Après son départ, mademoiselle Marple retourna vers le village. Des cloches sonnaient faiblement au loin, pour s'exercer, pas pour une cérémonie. La vie qui se répète. Chez elle, elle s'installa dans son fauteuil et reprit son tricot. L'ouvrage qu'elle avait défait et recommencé était maintenant presque terminé. Le motif était régulier, la tension correcte. Elle travaillait avec soin, corrigeant une petite irrégularité avec le calme et l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où elle avait commencé. Tout en tricotant, ses pensées se tournèrent doucement vers l'issue finale de l'affaire. Clara Prescott vivrait. Elle se marierait peut-être. Elle raconterait l'histoire différemment, selon son auditoire. Elle se convaincrait avec le temps qu'il s'agissait vraiment d'un accident. C'était ainsi que les gens survivaient à leurs propres actions. Le vicaire hésiterait avant d'intervenir la prochaine fois qu'il serait confronté à une situation qui menaçait le confort au nom de la décence. Ou peut-être pas. Mais l'hésitation serait là. Le docteur Hartley serait plus prudent avec les comptes, avec la confiance, avec le silence. Et le village, le cher et résilient St. Mildred's continuerait. Comme toujours, il organiserait des fêtes, il servirait du thé, il offrirait sa sympathie quand cela serait nécessaire et son oubli quand cela serait préférable. Miss Marple arriva au dernier point et coupa soigneusement le fil. Elle posa l'ouvrage terminé sur ses genoux et l'examina avec satisfaction. L'ordre était rétabli, non pas en prétendant que rien ne s'était passé, mais en comprenant exactement ce qui s'était passé. Elle se leva et rangea soigneusement son tricot dans son panier, à côté du bouton en nacre et du fil pâle qu'elle avait discrètement récupéré et conservé. Des choses ordinaires, des choses dangereuses. La preuve que ce qui importait était souvent ce que les gens négligeaient. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, mademoiselle Marple se servit une tasse de thé. Sa main ne tremblait pas. La tasse de thé resta intacte. Elle s'assit, sereine, et s'autorisa une dernière réflexion. Dès le début, avant que le soupçon ne trouve sa place, avant que les histoires ne s'installent confortablement, avant que la respectabilité ne resserre les rangs, elle avait déjà remarqué. C'était, pensait-elle, tout ce qui comptait vraiment.